Lors de ce dernier voyage, effectivement, il m'est arrivé ce qu'on peut appeler une mésaventure. J'ai été interpellé par les militaires en possession d'un drone. Et puis au final, je suis resté enfermé en Égypte 2 mois et demi. À aucun moment on m'a tendu un téléphone ou j'ai pu même utiliser mon propre téléphone pour prévenir ma famille qu'on est à 15 dans une cellule d'une vingtaine de mètres carrés. Bien sûr, j'ai été accusé pendant 2 mois d'espionnage. Et ensuite, pendant 2 semaines, j'ai été accusé de terrorisme. J'ai été aussi dans certains lieux dans lesquels la torture était de mise. Lorsque j'avais pris cette décision-là de commencer une grève de la faim, eh bien en fait je me suis rendu compte que je ne mangeais déjà rien de base. Je m'en suis rendu compte à mon arrivée qu'effectivement j'avais perdu 20 kilos. On m'a confisqué entre guillemets plus de 10 000 euros de matériel. S'il n'y avait pas eu ce soutien, j'aurais pu rester là-bas pendant encore quelques mois. Eh bien il est évident que je remercie tous ceux qui ont œuvré justement à leur échelle à ma libération. Bonjour Zakaria, Sullivan, Jousse, conseiller municipal de la ville Sevran, également responsable associatif. Je veille au respect de la dignité humaine et de l'égalité devant la loi. Je vais te laisser le soin de te présenter à nos téléspectateurs, s'il te plaît. Bonjour Sullivan, je m'appelle Zakaria, j'ai 25 ans, je suis élu municipal au sein de la ville de Mitry-Mory en Seine-et-Marne. Je suis à la tête d'un petit cabinet de conseil, je suis passionné d'aéronautique et... également secrétaire général d'une association. Également secrétaire général effectivement de l'association Hope, Hommes œuvrant pour la paix et l'égalité, depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Enchanté Zakaria, alors tu es ce qu'on pourrait appeler un globe-trotter, hein. Tu voyages très régulièrement pour découvrir les cultures à travers le monde et l'été dernier, dans cette continuité, tu as effectué un voyage en Égypte qui n'était pas le premier là-bas, mais malheureusement ce voyage s'est vite transformé en cauchemar. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'est arrivé là-bas, s'il te plaît ? Alors effectivement, j'ai pris cette habitude de voyager depuis assez jeune. J'ai commencé les voyages assez tôt, à 15 ans. J'ai voyagé dans pas mal de pays. Effectivement, durant cette période un peu difficile du Covid en France, j'avais décidé de partir à la recherche d'un peu plus de soleil, un peu plus d'exotisme en Égypte. C'était pas mon premier voyage en Égypte. Je m'y étais déjà rendu à plusieurs reprises pour des petites vacances, 1 semaine, 2 semaines, par petites périodes. Et lors de ce dernier voyage, effectivement, il m'est arrivé ce qu'on peut appeler une mésaventure. J'ai été interpellé par des forces du pays, donc les militaires, en possession d'un drone. Un petit drone de prise de vue, hein, quelque chose d'assez simple. Est-ce que tu as pour habitude de ramener des souvenirs de tes voyages ? Tout à fait, j'ai l'habitude de réaliser des petites vidéos que je publie sur internet, sur divers réseaux sociaux. Et cette fois-ci, eh bien, ce drone m'a valu pas mal de soucis, puisqu'il s'avère qu'il est interdit d'utiliser un drone en Égypte sans avoir une licence au préalable, sans avoir une autorisation. Tu étais au courant de cette législation Alors particulière ? non, je n'étais pas au courant. J'ai pas été au courant, j'ai pas été mis au courant, j'ai pas pris la peine de faire des recherches à ce sujet-là. D'autant plus que à l'arrivée dans le pays, donc ce drone a été inspecté au niveau de l'aéroport. Il a été vu par des policiers qui à aucun moment m'ont signalé qu'effectivement il fallait un permis pour faire voler ce drone. D'accord. Donc voilà. Donc tu t'es fait interpeller par les militaires sur place. Tout à fait. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Qu'est-ce que tu te dis ? Alors à ce moment-là, je me dis que c'est tout à fait normal, que c'est un pays qui a quelques soucis de terrorisme notamment, qui a des soucis avec sa population intérieure, qui a des soucis avec l'extérieur aussi. Donc je me dis que c'est tout à fait normal que je sois contrôlé, qu'il y ait un contrôle du contenu de mon drone qui soit effectué. Donc j'obtempère, hein, c'est quelque chose pour moi de complètement normal. Je me dis qu'ils vont analyser, ils vont prendre le temps d'analyser le contenu du drone, voir si j'ai pas filmé de choses interdites, de sites sensibles, de bases militaires, etc. Ça c'est quelque chose qui est logique, hein, c'est quelque chose qui est parfaitement compréhensible. Donc à ce moment-là, lorsque je me fais interpeller, je me dis que ça risque de prendre une petite journée ou 2, quoi. Maximum. C'est ça. Et que tu seras libéré rapidement. Tout à fait, exactement. Et qu'est-ce qui se passe par la suite ? Eh bien, je me rends compte que ça prend pas une journée ou 2, qu'on commence à m'annoncer des délais de 3-4 jours, puis de 1 semaine, puis de 2 semaines. Et puis au final, je suis resté enfermé en Égypte 2 mois et demi. 2 mois et demi. 2 mois et demi, tout à fait, oui. Et lorsque tu voyais le temps passer comme ça et que la libération n'était pas effective, ni même envisagée, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quand tu es en détention ?
Euh, Grosse pression psychologique, gros malaise, hein, c'est quelque chose d'assez difficile à concevoir, de rester dans une prison sans avoir, sans voir la lumière au bout du tunnel, hein, sans voir de sortie, sans avoir une deadline en plus. Sans avoir de deadline, sans savoir ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose au final? Peut-être que par mégarde, j'ai filmé quelque chose d'interdit sans le savoir. On se pose énormément de questions, le cerveau fonctionne énormément, on se pose aussi énormément de questions, donc c'est assez difficile. Et à ce moment-là, est-ce que tu as pu contacter un membre de ta famille pour prévenir? Comment ça s'est déroulé à ce niveau-là? Alors j'ai mis très très longtemps avant de pouvoir contacter les membres de ma famille, puisque à aucun moment on m'a tendu un téléphone, ou j'ai pu même utiliser mon propre téléphone pour prévenir ma famille. L'ensemble de mon matériel informatique, de prise de vue et mon téléphone en l'occurrence ont été confisqués dès le départ. D'accord. Donc j'y ai pas eu accès et jusqu'à présent j'ai toujours pas récupéré ce matériel. Alors, donc tu as été mis en détention là-bas, avec des renouvellements, tu disais chaque jour ou toutes les 2 semaines, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes conditions de détention là-bas en Égypte? Alors, c'est des conditions qu'on peut qualifier d'assez difficiles, puisque on est à 15 dans une cellule d'une vingtaine de mètres carrés, une proximité, une certaine, un partage de la vie de tous les jours qui est assez difficile, surtout quand on n'est pas dans son pays, qu'on ne parle pas la même langue, avec des personnes qui sont pas forcément ce qu'on pourrait appeler des personnes fréquentables. La plupart des gens étaient là pour des trafics de drogue, une personne qui était là aussi, un co-détenu qui était là pour meurtre. Donc c'est des conditions assez difficiles. Tu as rencontré des problèmes avec tes co-détenus? Au départ, oui, c'est très difficile de se faire accepter comme ça dès le départ, surtout quand on est un étranger, quand on ne parle pas la langue, c'est très difficile. On fait usage de diplomatie, on essaye de trouver des petits axes sur lesquels travailler pour, assouplir ces relations et faire en sorte d'être mieux accepté par le groupe. C'est ce qui m'a pas mal occupé d'ailleurs les premières semaines. Et voilà. Et est-ce que toi, qui es secrétaire général d'une association sur les droits de l'homme, est-ce que tu dirais que l'Égypte fait clairement entrave à ces droits de l'homme et à la dignité humaine en détenant des prisonniers dans de telles conditions? Alors les conditions de détention sont effectivement à reprocher, à revoir. En tout cas, c'est pas humain. On va dire que il y a énormément de choses à dire sur ça. Mais ce qui m'a le plus interpellé, c'est que j'ai rencontré des détenus, que ce soit dans cette fameuse cellule entrant sortant dans laquelle j'ai passé mes 2 dernières semaines, ou lors de mes apparitions au tribunal. J'ai rencontré énormément de personnes qui étaient là pour des motifs vraiment, extrêmement basiques. Et il y a énormément de gens qui sont là-bas pour... ces personnes-là sont qualifiées d'opposants politiques. D'accord. Mais c'est pas des opposants politiques comme on pourrait vraiment voir ici en France, c'est-à-dire des gens qui ont des vrais rôles politiques dans des partis, etc. Simplement des gens qui ont marché par exemple lors d'une manifestation. J'ai eu le cas de 2 personnes qui ont simplement marché lors d'une manifestation. Ils ont été arrêtés pendant cette manifestation, simplement pour avoir manifesté. Et ça faisait à peu près 7 ans qu'ils étaient en prison. 7 ans. Wow. 7 ans de prison pour avoir manifesté, pour son avoir mécontentement. Simplement manifesté et montrer un mécontentement politique. J'ai trouvé que c'était quand même sacrément disproportionné. Et c'est là où on peut réellement parler d'atteinte aux droits de l'homme, puisque la liberté de manifester, la liberté de montrer son mécontentement, c'est quelque chose qui normalement est acquis. Pour la plupart des gens. Est-ce que toi, te concernant, tu as subi des interrogatoires ou des séances un petit peu plus difficiles à vivre que cette détention avec tes collègues? Bien sûr, j'ai été accusé pendant 2 mois d'espionnage. Et ensuite, pendant 2 semaines, j'ai été accusé de terrorisme en fonction des services par lesquels je gravitais. Donc au départ, j'étais sous l'égide de l'équivalent de leur DGSE, donc le renseignement militaire, et qui eux s'occupent justement de ces affaires-là d'espionnage. Et effectivement, j'ai été, durant mes interrogatoires, menotté, les yeux bandés, mis dans une cellule pendant plusieurs heures seul. Quand je dis plusieurs heures, c'était 12, 13, 14 heures parfois. Sans nourriture, on m'apportait pas de nourriture, j'avais pas la possibilité de sortir aux toilettes aussi. Et donc c'est
ces périodes, on va dire assez longues, sont selon moi des moyens de faire craquer un peu la personne pour se dire pour essayer d'extirper un certain nombre d'informations. Certaines informations. J'ai été aussi dans certains lieux dans lesquels la torture était de mise. C'était quelque chose de... Moi, personnellement, je n'ai pas été torturé, mais j'ai entendu, au travers de la porte de la cellule, j'ai entendu des gens crier, j'ai entendu des détenus souffrir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment dans ta tête ? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que c'est ce qui m'attend, est-ce que la prochaine étape, est-ce qu'ils vont en arriver jusqu'à là ou... À ce moment-là, j'allais dire c'est nécessaire, il en va de sa propre survie de garder un sang-froid. Un certain sang-froid, de relativiser, de rationaliser, parce qu'on peut très facilement tomber dans une certaine forme de folie, de démence, hein, ça peut aller très très vite. Et le sang-froid permet justement de ne pas partir sur certains domaines, on va dire, qu'on pourrait plus contrôler. Donc j'ai eu la chance de garder ce sang-froid là, c'est-à-dire que lors de mes interrogatoires je restais stoïque, je répondais aux questions de manière respectueuse, et je pense que ça m'a énormément aidé. Le fait aussi de se dire que on est innocent, en fait, ça aussi c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier quand on est emprisonné, quand on est interrogé de cette manière-là. Arrivé à un certain moment, on peut se dire mais en fait non, j'ai peut-être fait quelque chose, je suis pas si innocent que ça, et on doute soi-même de sa propre... On y reviendra après, mais c'est vrai que tu as été innocenté par la justice, on va revenir juste après. Je voulais savoir si tu avais pu avoir des visites, recevoir des visites de la famille, de tes proches là-bas en Égypte. Est-ce que des personnes ont fait le déplacement ? Là aussi ça a été très difficile. J'ai reçu ma première visite après 1 mois de détention, celle de mon frère qui est venu en Égypte spécialement pour me soutenir. Il est parti rencontrer donc le consul français en Égypte, basé en Égypte, qui lui par la suite est venu aussi me rendre visite à 2 reprises. Donc j'ai eu quelques petites visites effectivement qui m'ont permis de tenir un peu plus longtemps. Et à ce moment-là, tu pouvais aussi appeler un peu plus ta famille, ou comment ça s'est déroulé ? Il y avait des téléphones dans la prison, est-ce que tu avais accès à ce genre de technologie pour pouvoir contacter ta famille ? Là aussi, après plusieurs jours dans ma cellule, j'ai été mis dans la confidence, parce que c'est bon, j'avais réussi à rentrer dans le groupe, et on m'a dit qu'effectivement il y avait des téléphones qui étaient cachés au sein de la cellule. Donc j'ai pu prendre contact avec ma famille au travers de WhatsApp notamment, et envoyer quelques petits messages par-ci par-là pour donner des nouvelles. Qui devait légèrement les rassurer, tout en sachant que c'est quand même très préoccupant quand on sait qu'un membre de sa famille est détenu dans de telles conditions. C'est ça. Les rassurer et ne pas les rassurer à la fois, puisque on prend conscience de la gravité de la situation, on se dit effectivement des accusations d'espionnage c'est pas anodin, surtout dans un pays ultra militarisé comme l'Égypte, et que ça peut effectivement déboucher vers des problèmes un peu plus graves s'il y a une vraie mise en accusation, s'il y a des vraies preuves qui commencent à sortir. Se dire ça peut on se voit passer sa vie là-bas, quoi. On s'imagine des peines de 10 ans, de 15 ans, et c'est ça qui est assez difficile. Et bien heureusement, donc tu as été innocenté le 20 septembre 2021 par la justice égyptienne. Comment tu as accueilli cette décision ? Alors, cette décision, j'ai pas pu l'accueillir pour la simple raison qu'on me l'a jamais donnée. À aucun moment j'ai eu une personne ou un avocat qui est venu me dire monsieur, vous avez été innocenté. On est simplement venu me chercher dans ma cellule, on m'a dit tu vas sortir. Le fait est que il est assez difficile dans les conditions dans lesquelles j'étais de croire en fait les personnes qui travaillent dans la prison, parce qu'il y a énormément de mensonges, énormément de gens qui jouent, j'allais dire, avec votre psyché. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises qu'on vienne et qu'on me dise en fait tu vas sortir d'ici 1 heure, on va venir te chercher, mais au final personne n'est jamais venu me chercher. Donc il n'y a pas de confiance, on ne peut pas prendre, si vous voulez, une parole comme argent comptant. Et c'est là où ça a été très difficile. On m'a dit Zakaria, tu vas sortir d'ici une petite heure ou 2. Effectivement on est venu me chercher dans ma cellule, je suis sorti, mais on m'a ramené dans une autre cellule. La cellule des entrants et des sortants. Exactement, dans des conditions encore pires que dans la prison. Tout à fait. Là, on parle d'une cellule qui compte une 50aine de personnes à son maximum. Donc il y a des entrées et des sorties, justement. Ça circule énormément. Mais étant donné que ça circule énormément, il n'y a pas de structure au sein de la cellule. Il n'y a pas de confort. Il n'y a pas de propreté. Personne ne s'occupe de la propreté d'une cellule dans laquelle tu ne pouvais même pas y dormir, tu nous disais. C'est ça. C'était très difficile de dormir à même le sol. Pas de couette, pas de drap pour pouvoir mettre ça sur le sol. Est-ce que c'est à ce moment que tu as entamé ta grève de la faim ? Alors j'ai entamé ma grève de la faim sur les derniers jours de cette détention, mais ça a été une grève de la faim assez particulière, puisque lorsque j'avais pris cette décision-là de commencer une grève de la faim, eh bien en fait je me suis rendu compte que je ne mangeais déjà rien de base. C'est-à-dire qu'en fait
compte tenu du fait que j'avais pas d'argent, en fait on m'avait mis dans une cellule sans argent, j'avais pas accès à mon argent, j'avais pas accès à mes cartes bancaires, j'avais pas la possibilité d'acheter de la nourriture, donc je mangeais en fait, ça m'arrivait de manger des restes, je comptais sur ce que certains co-détenus avaient la bonté de me donner, et je me suis rendu compte qu'en fait je ne mangeais déjà pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu ce déclic de me dire mais en fait ça fait 2 mois que tu n'as rien mangé. Et tu as souligné que tu as perdu à peu près 20 kilos. Et je m'en suis rendu compte à mon arrivée qu'effectivement j'avais perdu 20 kilos. J'étais à 86 kilos avant de me faire arrêter et je suis arrivé, je me suis pesé, la balance m'a indiqué 66 kilos. Pour 1m91. C'est ça. C'est à souligner parce que tu es quand même grand et 66 kilos pour 1m91 c'est quand même très inquiétant. Et je m'en suis rendu compte uniquement à mon arrivée, quoi. Quand on est là-bas, on voit pas. De toute façon, on est dans une cellule, si vous voulez, il y a très peu de lumière naturelle. C'est très difficile de se sculpter, de regarder son corps. La seule partie de la cellule qui est, on va dire, où on a une certaine intimité, c'est la douche, mais elle est dans l'obscurité totale, il n'y a pas de lumière, on est dans le noir, quand on se douche on est dans le noir, donc du coup on n'a pas la possibilité de voir son corps, on n'a pas de miroir. Et puis on est un peu préoccupé par autre chose que son aspect physique. Fait, exactement. Et donc ces conditions ont duré 2 semaines, donc 2 semaines après ton acquittement par la justice dont tu n'avais pas connaissance, tu es resté dans cette cellule des entrants et des sortants, tout à fait, de manière totalement arbitraire. Et 2 semaines après, on va dire enfin la libération, c'est-à-dire que tu es conduit dans un avion pour pouvoir entre guillemets être expulsé d'Égypte, parce que c'est les termes qui ont été employés. À ce moment-là, quand tu es dans l'avion, qu'est-ce que tu te dis? J'idéalisais ce moment pendant ma détention. C'est ça qu'il faut savoir. Pendant ma détention, j'ai longtemps pensé au moment où j'allais sortir, où j'allais être enfin libre. Je l'idéalisais, je me disais, mais ça va être comme une renaissance, ça va être quelque chose de magnifique, tu vas sentir une joie incroyable. Et à mon grand étonnement, justement, en étant dans cet avion, et même plusieurs jours après, je ressentais rien en fait. J'avais vraiment aucun goût de la liberté, aucun plaisir. Tu disais même que tu ne te rendais même pas compte, tu avais encore plein de doutes en toi, même que lorsque tu étais dans l'avion, tu avais peur même qu'on vienne te rechercher, qu'on te remette en cellule. Tout à fait, exactement. Il y a cette inertie qui est restée de la détention qui m'a accompagné pendant plusieurs jours, et j'en garde encore certaines traces encore aujourd'hui. Mais donc c'est pas une explosion de joie comme on peut l'imaginer. Non, il y a beaucoup de choses qu'on ramène avec soi de la détention et qui pèsent. Et lorsque tu rentres en France, donc c'est dans la nuit du jeudi au vendredi, entre le 30 septembre et le 1er octobre, tu es accueilli par tes proches, ta famille et tes amis. Tout à fait. Même là, il y a quand même un peu d'émotion quand même à ce moment-là. Il y a un peu d'émotion, je me rends compte de l'ampleur de cette affaire aussi, parce que en détention, je m'étais pas rendu compte de l'ampleur de cette affaire, du nombre de personnes qui m'ont soutenu, du nombre de personnes qui ont œuvré justement à distance pour que je puisse sortir, qui ont tenté des actions. Et je découvre justement tout ça, je découvre une histoire qui me dépasse. Et voilà, petit à petit, on construit son retour. À la vie normale. C'est ça, exactement. Justement, on va parler de tes proches qui ont été d'un grand soutien pour toi dans cette épreuve. Il y a également tes collègues élus de la ville de Mitry-Mory qui se sont mobilisés pour ta libération après ton acquittement par la justice. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est manifesté le soutien de toutes ces personnes à ton endroit, s'il te plaît? Alors, principalement, ça s'est manifesté par des prises de contact avec des autorités, que ce soit des députés, des sénateurs, que ce soit des diverses ambassades, des consulats intéressés, donc le consulat égyptien à Paris et le consulat français au Caire. Ça a été des coups de téléphone, ça a été des lettres envoyées, ça a été une manifestation même devant l'ambassade égyptienne à Paris pour demander ma libération. Donc ça a été énormément d'actions comme ça, concrètes, qui ont facilité grandement ma libération, même si on n'a pas de preuves directes de ça. Je sais de manière, acquise, que s'il n'y avait pas eu ce soutien, j'aurais pu rester là-bas pendant encore quelques mois. Tu t'attendais à autant de soutien de la part de tes proches, y compris des élus de la ville de Mitry-Mory, avec Madame le maire en première ligne? Alors je ne vais pas dire que je m'y attendais, mais je l'espérais. C'était quelque chose que je souhaitais au fond de moi. Je me disais, voilà, j'espère vraiment que certaines personnes vont œuvrer pour m'aider, parce qu'on se retrouve seul, quoi, et c'est assez compliqué. Donc on attend cette solidarité, on est dans une position justement où on espère une aide
d'autrui, oui, tout à fait. Et comment tu expliquerais, si tu arrives à te l'expliquer, que les autorités françaises n'aient pas agi plus et plus tôt pour ta libération? Alors les autorités françaises n'ont pas agi plus tôt et de manière plus, j'allais dire, virulente pour ma libération, puisque cette intervention rapide et directe aurait pu me desservir. Il faut bien comprendre que moi j'ai été accusé d'espionnage. Et étant ressortissant français, si l'ambassade avait pris des mesures trop radicales pour demander ma libération au départ, eh bien, ça aurait pu me desservir. Accentuer les suspicions. Ça aurait pu accentuer les suspicions. L'État égyptien est un État avant tout paranoïaque. C'est un État qui a extrêmement peur. Donc la moindre action aurait pu être interprétée en ma défaveur. Et c'est pour ça qu'il y a eu au contraire une mesure des actions qui ont été réalisées, quelque chose d'assez soft. Au final, c'est du soft power, des choses assez... beaucoup plus délicates qui ont été effectuées, comme par exemple des visites, le fait que le consul soit déplacé pour me rendre visite à 2-3 reprises, qu'il reste avec moi pendant 1h30, 2 heures, c'est un signal, si vous voulez, discret, qui est envoyé aux autorités égyptiennes. Pourquoi voilà, on a un ressortissant français, on se soucie de son état de santé, on se soucie de sa situation, on lui ramène des livres, on n'a pas envie qu'il s'ennuie, on souhaite sa libération. Voilà, c'est un message subtil qui est envoyé en direction du gouvernement égyptien pour demander ma libération. Une fois passé ce délai de 2 mois, je sais qu'il y a eu sûrement une accentuation de cette demande, une pression supplémentaire quand l'ambassade a su que j'étais menotté et on me bandait les yeux pendant des interrogatoires qui duraient effectivement plusieurs heures. À ce moment-là, je sais qu'il y a des appels qui ont été passés pour tenter de mettre un peu plus de pression à ce niveau-là. Voilà. D'accord. On va parler un peu maintenant de l'aspect psychologique. Tout à l'heure, on parlait de l'aspect physique. Tu as perdu 20 kilos, comme on le disait. Au-delà donc de cet aspect physique, quelle trace tout cet épisode, on va dire, toute cette mésaventure, pour reprendre ton terme de tout à l'heure, a laissé au sein de... Alors, à l'inverse justement d'une perte de poids, où on peut facilement monter sur une balance et voir qu'on a perdu tant de kilos, les traces psychologiques et les divers, j'allais dire, problèmes à cette échelle-là sont difficilement mesurables. C'est quelque chose qu'on voit pas tout de suite, c'est quelque chose qu'on mesure pas forcément, ça prend du temps. Aujourd'hui, je me sens assez bien, je vais pas dire que j'ai un... Tu m'impressionnes par ta sérénité et ton calme, parce que tu en parles avec un tel recul et une telle sérénité que c'en est très surprenant en tout cas. La solution, la clé que j'utilise, c'est de me considérer comme chanceux. 2 mois et demi, c'est à la fois très long et à la fois très court. Je pense notamment à un ressortissant français qui lui est emprisonné en Iran pour la possession d'un drone depuis 1 an et demi. Donc les histoires sont effectivement pas forcément les mêmes, mais je me dis quand même que j'ai été chanceux d'avoir un certain soutien, une solidarité qui s'est construite autour de moi, et ça m'aide justement à ne pas me renfermer sur moi-même ou de me dire voilà, j'ai pas eu de chance, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, et de pas me plaindre. Maintenant effectivement c'est très difficile psychologiquement, c'est très difficile. Tu y penses encore beaucoup? J'y pense. T'as des flashs Il y a des flashs, il y a de la difficulté à s'endormir le soir, il y a une perte de... Il y a ce sentiment de s'être fait agresser, de s'être... comme quand on subit une agression et qu'on se fait voler, victime d'injustice. Une victime, c'est ça, c'est exactement ça. On se sent victime d'injustice. Je pense notamment, bon après c'est effectivement que du matériel, mais on m'a confisqué entre guillemets plus de 10 000 euros de matériel. C'est pas ton ordinateur, ton appareil photo. Tout à fait, plus de 10 000 euros de matériel vidéo, sans aucune procédure. À aucun moment j'ai eu un papier en bonne et due forme disant voilà, ces pièces-là vont être retenues dans le cadre d'une enquête, etc. Non, j'ai été totalement innocenté et t'as été dépossédé de ton matériel. On m'a dépossédé de mon matériel, on m'a dépossédé de ma vie pendant 2 mois et demi. J'ai énormément de clients qui étaient en attente de réponses de ma part. J'allais venir parce que ça a aussi nuit à ton travail. Tu peux en parler un petit peu de ça? Ça a énormément nuit financièrement. Voilà, ça porte un coup, puisque quand on n'a pas la possibilité de prévenir ses proches, on n'a pas la possibilité de prévenir ses collaborateurs avec lesquels on travaille, on se retrouve dans des situations très compliquées où on a des clients qui pensent qu'on les a lâchés, qu'on ne veut plus travailler avec eux. Et voilà, aujourd'hui je me retrouve en contentieux avec pas mal de personnes, énormément de pénalités, de retard à
versés à des clients dont on n'a pas pu délivrer le Les projet à commandes temps. d'accord. Exactement. Donc ça met aussi dans une certaine situation et puis on se dit voilà tout ça au nom de quoi quand les choses se font, j'allais dire de manière un peu plus humaine, on a la possibilité d'envoyer des mails, on a la possibilité d'écrire des lettres, on a la possibilité de prévenir des gens pour organiser justement j'allais dire un contretemps, un imprévu, etc. Exactement. Le fait que tout s'est fait comme ça de manière complètement opaque et discrète, eh bien c'est assez frustrant. Voilà. C'est vrai que là on voit que tu accumules les préjudices. Il y a le préjudice physique, le préjudice moral, le préjudice matériel, le préjudice financier. Ça fait quand même beaucoup. Comment aujourd'hui tu envisages la suite ? Alors j'ai pas eu le temps d'envisager quoi que ce soit pour l'instant. J'ai même pas eu le temps, si vous voulez, entre guillemets, de me reposer, puisque dès mon retour, voilà, j'ai dû reprendre immédiatement le travail, recontacter mes clients, leur expliquer les situations, trouver des façons d'arranger la situation. Donc voilà, ça pour l'instant ça m'occupe énormément. Je me dis au final c'est une très bonne chose, c'est un mal pour un bien, mais essayer de reconstruire ce qui a été cassé, ce qui a été détruit. Pour l'instant, je me focalise uniquement sur ça. Le reste attendra plus tard. Zakaria, encore une fois, merci beaucoup pour ton témoignage et je te renouvelle mes félicitations pour ton courage et ta résilience. Je te souhaite beaucoup de belles choses pour ton avenir en espérant que les choses pourront rentrer dans l'ordre, que ce soit dans tous les domaines de ta vie de tous les jours. Je remercie aussi tous les membres de ta famille, ton entourage et les élus d'avoir permis ton retour parce qu'on sait que tu es une personne très engagée pour la dignité humaine, pour l'égalité en droit, pour tout ce qui a trait aux valeurs humaines et aux droits de l'homme. Donc je les en remercie beaucoup parce que la société a besoin de personnes comme toi pour incarner cette solidarité de tous les jours. Pour conclure, moi je vais te laisser le mot de la fin et adresser le ou les messages que tu souhaites adresser aux personnes de ton choix. Eh bien, il est évident que je remercie tous ceux qui ont œuvré justement à leur échelle à ma libération, que ce soit ma famille proche, que ce soit mes collègues élus, ma municipalité. C'est des personnes, j'ai déjà eu la possibilité de les en remercier. C'est le genre d'histoire et d'aventure qu'on n'oublie pas. Donc c'est une aventure du cœur, c'est une aventure de l'âme, c'est des choses qui restent profondément ancrées. Et voilà, je pense que c'est un mot de la fin qui me semble être raisonnable, c'est celui du remerciement et c'est celui de la gratitude, avant toute chose. Merci Zakaria, bon courage et à bientôt. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau conseil municipal de rentrée scolaire. Et dans un autre registre et avec tout autant d'émotions, je suis ravie de pouvoir réaccueillir dans notre conseil municipal Zakaria Arbaoui, notre conseiller municipal qui a vécu des moments d'enfer, disons-le, emprisonné en Égypte alors qu'il était simple touriste, avec la malheureuse détention d'un drone qui lui a valu une suspicion difficile et plus de 2 mois d'emprisonnement. Je voulais à ce titre déjà lui souhaiter la bienvenue dans nos rangs officiellement, mais surtout remercier celles et ceux qui ont fait preuve de mobilisation et de solidarité à son égard, puisque nous l'avons remarqué dans cette période douloureuse, il aura fallu se mobiliser par différents biais pour obtenir que, même une fois les charges levées contre lui, il puisse être libéré. C'est chose faite depuis quelques jours maintenant, donc je suis ravie qu'il ait pu retrouver les siens. J'adresse d'ailleurs à sa famille et proches écoutez, tout notre soutien, parce que je pense que si c'était arrivé à l'un d'entre nous, nous aurions fait la même chose. Et si tu le souhaites, Zakaria, je te laisse volontiers la parole. Madame le maire, mes chers collègues et amis, sachez avant toute chose qu'il va être difficile d'exprimer au travers de simples mots le bonheur et la joie que j'ai à me retrouver ici parmi vous après avoir été contraint de m'absenter. Durant ces 10 dernières semaines, le temps s'est arrêté pour moi. Loin de ma famille, loin de mes amis et de mes repères, j'ai découvert un univers différent, sombre et terrifiant. Ce qu'il m'est cependant possible d'exprimer au travers de mots, par nécessité, par amour et par devoir,
Ce sont les remerciements que je vous dois. Par votre bienveillance et par votre altruisme, vous avez su redonner ces lettres de noblesse aux notions de solidarité et d'humanisme, notions qui illuminent notre ville et notre quotidien depuis des décennies. Depuis cette contrée lointaine, indifférente à la souffrance des hommes, prisonniers et affaiblis, j'ai pu apercevoir au loin une lumière, la lumière de l'espoir. Vous en avez été la source, l'origine. Mes chers amis, je dois être honnête envers vous. Innocent, assurément, je l'étais. Mais dans un pays où la présomption de culpabilité prévaut, où il est de votre responsabilité de produire la preuve de votre innocence, vos actions et votre soutien m'ont permis de rentrer auprès des miens bien plus promptement que si j'avais été seul. Sans votre mobilisation, je serais probablement encore là-bas. J'ai ma vie durant toujours voulu être une personne généreuse, solidaire et humaine. Cependant, rien ne nous prépare à être, pour un instant, de l'autre côté, du côté de ceux qui tendent la main, ceux qui demandent de l'aide, ceux qui n'ont d'autre choix que de compter sur l'autre. Et c'est peut-être la plus grande leçon qu'il m'ait été donnée. Se rendre compte de sa vulnérabilité, se rendre compte qu'à tout moment sa vie peut basculer et que le seul remède qui existe à cet instant est celui de la solidarité. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je souhaite m'inscrire en vous prenant, mes chers amis, comme témoin dans une démarche de promotion des valeurs de notre ville. J'utiliserai la narration de mon histoire comme outil afin de toucher le plus grand nombre de personnes possible. Madame le maire, mes chers compagnons, je ne pourrai de ma vie oublier cet épisode. Ma reconnaissance vous sera éternelle et sachez que vous me trouverez à vos côtés le jour où nécessité il y aura. Mes plus sincères remerciements vont également aux personnes suivantes. Ryan, mon frère, pour ses déplacements, pour son temps, pour son efficacité. Merci frérot. Mon père, pour sa force. Ryan et Kylian, mes amis de longue date. Merci les gars. Anas et Aymen, pour leurs appels qui ont su me remonter le moral. Alain, mon mentor, pour ses conseils, sa mobilisation. Sullivan, ainsi que son équipe municipale à Sevran. Et tous ceux qui me verront dans les prochains jours, afin que je les remercie personnellement. En conclusion, je me permettrai de citer Antoine de Saint-Exupéry qui disait « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Et c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Cette aventure, c'est une aventure du cœur, une aventure de l'âme. Je sais que vous y avez été sensible, et ce fut un honneur de pouvoir partager ça avec vous. Merci. Merci Zakaria et merci d'avoir eu le courage, malgré ton affaiblissement, d'être avec nous ce soir. Ça prouve que le meilleur reste à venir.